Bonjour à tous, vous êtes sur la radio Passion Culturelle. L'émission c'est Esprit Politique. Comme vous le savez, une fois par mois, nous recevons une personnalité politique d'ici et d'ailleurs. Pour ce jour, nous recevons Monsieur Bernard Doza, journaliste, écrivain, homme politique. On peut dire quelqu'un qui a marqué l'échiquier politique ivoirien particulièrement et même africain comme opposant du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Alors, Monsieur Bernard Doza, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, comment allez-vous? Très bien. Voilà, très bien. Ça veut tout dire ou bien très Oui, bien. parce que je viens de me retaper médicalement en Afrique après avoir subi l'AVC à Paris. J'ai eu quand même 3 assauts d'AVC que je viens de guérir finalement et au Bénin et au Mali, en passant par le Burkina Faso. Donc je suis devenu plus requinqué que jamais. Avant, je ne pouvais pas marcher. Il me fallait une canne. J'ai laissé la canne là-bas. Donc maintenant, chaque matin, je fais un peu de gym, mais c'est pour reprendre la vigueur de mes muscles d'avant. Comme quoi, la médecine africaine tient toujours. Tout est jumelé entre la médecine africaine et puis la médecine européenne. Il faut un complément toujours africain parce que la maladie a toujours un ressort africain qui est un ressort typiquement traditionnel. Voilà. Nous allons entrer dans l'actualité. Récemment, le président français Emmanuel Macron a reçu la société civile et la diaspora africaine à Paris. Alors, que pensez-vous d'une telle initiative? Bon, j'ai vu un peu la rencontre avec les jeunes africains venus du terrain. J'ai compris que c'était une nouvelle manière de toucher un peu du doigt la nouvelle pensée qui arrive. Parce que la France aujourd'hui craint, avec l'éruption de la Russie dans les zones africaines, de perdre son marché traditionnel qu'elle a hérité du partage de Berlin depuis 1885, où il avait partagé le gâteau africain avec quelques puissances européennes, où elle a récolté de 12 pays qu'elle a grignoté jusqu'à aujourd'hui. On en est au 14e pays, 14 pays de l'ancien empire francophone qui forment aujourd'hui la puissance de la France. Parce que tout son cheptel au niveau des matières premières, c'est sur ce plateau-là qu'elle puise. Alors, elle surveille les mentalités, l'évolution des mentalités. Avant, elle avait affaire à une autre génération, qui était la génération de Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, on est presque à la fin du 21e siècle, et elle est en train de chercher à voir quelles sont les différentes personnalités prochaines auxquelles elle aura affaire. Donc, voilà. Vous êtes aussi écrivain, vous êtes auteur du livre Liberté confisquée. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que la liberté est toujours confisquée? La liberté est confisquée dans le parti unique néocolonial. Parce que si le parti unique est fini, la liberté nous a été donnée par la France gaullienne à travers les conférences nationales, qui nous a donné une liberté qui n'est pas réellement la véritable liberté qu'on aurait pu avoir au lendemain de la libération anticoloniale. Or, comme cette libération n'a pas eu lieu, nous sommes obligés donc, la génération, même celle qui était là avant de partir, elle nous a laissé un colonisateur qu'on n'appelle plus colonisateur. On l'appelle maintenant opérateur économique. On l'appelle quelqu'un qui est devenu donc, en dehors du colon, maintenant il est devenu un homme d'affaires. Et il vient nous rendre visite parce qu'il nous prête l'argent. Et jusque-là, le problème fondamental n'a pas été posé. La question esclavagiste, la question du dédommagement, la question coloniale, tout ce que la France a pris, elle n'a pas remboursé. Le président Macron pense qu'en nous renvoyant les quelques œuvres d'art, mais qui n'ont plus d'impact. Notamment ceux du Bénin. Parce que ces œuvres d'art-là, à l'époque où on les reprenait, où la France les récupérait, elles avaient une puissance. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Dans mon pays, il y a une région qu'on appelle la région Bété. Quand vous allez à Soubré, il y a un fleuve où il y avait un grand génie à l'époque, qu'on appelle le Nawa. Le Nawa a été capturé par un colon. Le génie a été mis dans une bouteille et la bouteille a été envoyée à Paris.
On l'a mis au musée de l'homme ici. Alors, si on nous rend la bouteille aujourd'hui, vous pensez qu'elle aura la même puissance avant 1892, où notre pays a été consacré aux colonies françaises par le nom donné par le président Sadi Carnot, Côte d'Ivoire, alors qu'on s'appelait à l'époque la Côte des Maljean, parce que les colons n'arrivaient pas à pénétrer notre pays. Donc, ce sont des choses qui demandent beaucoup d'explications. Il ne suffit pas de recevoir quelques immigrés ivoiriens, discuter avec eux sur l'avenir d'une Afrique pour qu'on puisse... ce qu'il faut, comme l'a dit Macron lui-même, l'Afrique et ce pays sont liés par plusieurs choses. Mais est-ce que cela passe par une explication verbale comme ça, sans qu'il y ait le fondement du dédommagement? Parce que c'est le plus important. Hein. Je me souviens dans les années 70, lorsque l'Union africaine, l'OUA, qu'on appelait à l'époque l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine, a fait voter, a fait asseoir les intellectuels pour discuter, pour voir ce qu'on reproche à la France. Un groupe d'intellectuels de l'Afrique, pas francophone, hein, l'Afrique entière, avait décidé de demander à la France de dédommager le continent africain en payant une certaine somme qu'on avait évaluée à 250 milliards de dollars pour l'esclavage. Et la colonisation, ensuite, on allait en discuter. Je me souviens à l'époque qu'il y avait un intellectuel nigérian qui a tout fait pour aller jusqu'au sommet de l'État. Mais la multinationale qui exploitait même sa région l'a tué. Donc chaque fois qu'un chef d'État africain pose des vrais problèmes qui concernent les peuples africains, ce chef d'État ne fait pas long feu. Hein. On a vu comment Lumumba a disparu. On a vu comment Thomas Sankara a disparu. On a vu tous ces gens, comment ils ont disparu. Le dernier en date, c'est Gbagbo. Carrément, on l'a déporté à La Haye. Même si aujourd'hui, on l'a libéré. Mais le fond reste le même. On l'a déporté parce qu'il n'a pas voulu jouer le rôle du sous-préfet local. Il a tout avoué qu'il n'était pas un sous-préfet. Mais pour être président d'un pays africain francophone, il faut que tu acceptes le titre de sous-préfet. Parce que tu ne représentes rien. Les élections dans ces pays ne représentent rien. Puisque pour que la voix du peuple soit prépondérante, il faut au moins que ce soit un peuple libéré. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour pouvoir combattre voilà, Bon, à l'époque, moi, ce qui m'a idéologiquement opposé jusque-là, malgré que j'avais promotionné Gbagbo Laurent depuis les années 80, mais quand on a créé le MID, ce qui nous a un peu opposé, c'est que nous n'acceptons pas une démocratie qui vienne comme ça se jeter sur une population qui n'a pas combattu pour sa liberté. Il ne suffit pas d'avoir plusieurs partis politiques, plusieurs syndicats, plusieurs associations, plusieurs membres de la société civile pour qu'on dise qu'on est dans la démocratie. La démocratie, ce n'est pas comme ça qu'on l'obtient. Qui a mené la bataille pour la démocratie? Combien de personnes nous avons dans notre pays qui sont dans le cimetière de la libération? Il n'y a personne. Tous ceux qui sont dans le cimetière de la libération en Afrique, c'est ceux qui sont venus se battre en France hexagonale contre l'hydre hitlérien qui voulait forcément se débarrasser, capturer la France et la mettre sous la domination de Hitler. En dehors de ça, il n'y a eu aucune bataille en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, contre l'impérialisme français qui dominait le continent jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas être président en Côte d'Ivoire ou en Afrique francophone si l'Élysée n'a pas donné son accord. Les dernières méthodes aujourd'hui, on les connaît. On vous fait intégrer dans la franc-maçonnerie. On discute avec vous pour voir si vous avez accepté le discours policier qu'on demande de vous. Et si vous acceptez, on vous donne le pouvoir. Jusqu'au jour où vous déclarez votre refus de la domination impériale, mais ce jour-là, soit vous tombez par un coup d'État, soit vous tombez par un empoisonnement.
Alors, il y a beaucoup de choses qui évoluent actuellement en Afrique. Il y a la situation au Mali, en Guinée, en Centrafrique et même en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo est entré, il a créé son parti politique récemment. Il y a eu le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Qui est en cours. En cours, Ça bien parle, sûr. ouais. Et ce pays, le Burkina Faso, que vous connaissez très bien, comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette situation? Bon, à l'époque, moi, je ne connaissais pas encore bien ce pays-là. Surtout que vous avez été conseiller de l'ex-président Blaise Compaoré. Oui, ça, c'était sur la proposition d'un ami de Laurent Gbagbo qu'on appelait Guy Laberty, parce que j'étais à l'époque à Radio Tropique FM. C'est donc lui qui m'a appelé parce que j'avais dénoncé violemment l'assassinat de Thomas Sankara. C'est donc lui qui m'a appelé pour participer à une émission que j'organisais. Et c'est après cette émission qu'il est parti avec la cassette de l'émission au Burkina Faso. Et il a remis au capitaine Blaise Compaoré qui semblait être l'opérateur du coup d'État. Aujourd'hui, quand tu vois la partie française du dossier qui a été remis au Burkina Faso par rapport à l'assassinat de Sankara, on se rend compte que la France était impliquée, puisque la DGSE, à travers l'armée française, avait déjà pris fait et cause de ce qui s'est passé au Burkina 2 ans avant l'assassinat de Sankara. Donc, la manière, quand j'ai relu ça, j'ai compris automatiquement que la DGSE, principalement, était là au moment où même, avant que Mitterrand ne passe par le Burkina et ne fasse le fameux débat entre lui et Sankara. Donc, alors, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce procès, vous pensez? Bon, il y aura des coupables qui seront... Il y aura des coupables, bien sûr. Là, Blaise Compaoré, qui avait fui pour aller au Burkina, pour aller en Côte d'Ivoire, à qui Alassane Ouattara a donné 2 nationalités ivoiriennes, puisqu'il avait déjà la première nationalité pour avoir épousé une ivoirienne, une ancienne majorette. Donc, il était ivoirien par rapport au mariage. Et maintenant, quand, en 2015, le peuple s'est soulevé contre lui et qu'il a fui pour aller à Abidjan, c'est la France qui a amené l'armée française pour lui baliser le chemin du retour. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours en contact avec lui? Parce que vous étiez quand même son conseiller à une certaine époque. Moi, j'ai été son conseiller. Et il se trouve où actuellement, M. Blaise Compaoré? Logiquement, il était, au moment où je quittais l'Afrique, il était à Abidjan, mais il avait fui pour aller au Togo. Lorsque Ouattara avait commencé à tirer sur les populations ivoiriennes qui se soulevaient contre le 3e mandat. Donc, avant que je n'arrive ici, il était encore revenu à Abidjan. Et c'est d'Abidjan qu'il a rattrapé le procès. Et vous n'êtes plus du tout en contact avec lui? Non. Alors, on va parler de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui est retourné en Côte d'Ivoire, qui vient de créer un parti politique, et sa séparation du FPI avec Afin Guesson, aussi, avec Simone Gbagbo, l'ex-compagne de Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous appréciez l'évolution des choses de ce côté? Ce qui me choque dans cette histoire-là, c'est d'abord l'abandon du FPI. Le mot FPI n'était pas un mot hasard. Avec le refus du combat anticolonial, le FPI avait pris le choix intellectuel d'aller dans le combat avec les mots, en espérant qu'un jour, le soulèvement populaire allait emporter la dictature. Parce que la dictature était à l'époque incarnée par Houphouët-Boigny. Mais Houphouët-Boigny étant mort en 1993 au pouvoir, il a été remplacé par Konan Bédié, qui est tombé en 1999 par un coup d'État. Et depuis ce jour, la dictature maintenant est incarnée par Alassane Ouattara, qui nous démontre qu'il fait même mieux, qu'il est le seul qui a vraiment appris du Houphouët-Boigny les mécanismes de la dictature. Parce que les assassinats en Côte d'Ivoire aujourd'hui ne concernent pas uniquement que les opposants. Ses propres amis, qu'il nomme même Premier ministre, une fois qu'il voit que ces hommes-là commettent un écart, c'est lui-même qui les fait disparaître. Il a récupéré des mains du Houphouët-Boigny le système de l'empoisonnement par la bile d'écaillement. On vous invite à manger au palais, on vous sert un plat dans une assiette, mais avant que vous n'arriviez dans la table de la nourriture, on a d'abord pris soin de mettre la poudre d'écaillement, la bile d'écaillement dans l'assiette.
Alors quand on vous sert et que vous mettez la sauce dessus, automatiquement la bile est en marche. La justice, vous en savez beaucoup, là. Oui, mais j'avais même écrit ça dans Liberté confisquée. J'ai écrit dans un chapitre, j'avais averti les gens déjà que le système oupotiste est basé sur la liquidation des opposants intérieurs. Intérieur comme extérieur. C'est de ça que Emmanuel Dioula a fui pour venir à Paris. Et c'est de ça aussi que Gbagbo Dodo avait fui en 82, 83 pour venir à Paris. Alors on va revenir sur ce cas, le cas Gbagbo. Alors, Ouais. on parlait tout à l'heure de la séparation avec le FPI, avec sa femme, Voilà. l'ex-femme Simone Gbagbo. Donc je disais que la question du combat idéologique était dans la lutte pour l'indépendance. Et la lutte de l'indépendance était renfermée dans le mot de la souveraineté. Qu'est-ce qui s'est passé avec Afin Guissant? Gbagbo, en ayant été déporté sur le contrôle de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, en accord avec Alassane Ouattara, qui est son ami personnel, puisque c'est lui qui a, en tant que maire de Neuilly, c'est lui qui a organisé son mariage. Donc c'est au compte de Ouattara que Nicolas Sarkozy a organisé la déportation de Gbagbo à La Haye, pour que non seulement son ami devienne président en actif, mais que lui-même fasse taire au compte de Chirac, l'ancien président Chirac, le système de la France-Afrique qui faisait que chaque chef d'État africain devait apporter son obol mensuellement à la réorganisation électorale de ses amis qui sont à Paris. Donc, Laurent Gbagbo a été obligé de verser de l'argent dans les caisses de Chirac pour prendre le pouvoir. Donc, ça, pour ne pas que le peuple français le sache, il fallait non seulement organiser un coup d'État, mais le déporter à La Haye en espérant qu'il ne reviendra pas sur le terrain. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo revient dans un nouveau parti. Non, il revient d'abord. Est-ce que vous pensez... Il revient en ayant été lavé de tous les crimes qu'on lui a attribués. En ayant été lavé de tous les crimes qu'on lui a attribués. Parce qu'il était au cours d'un procès à la Cour pénale internationale qui a duré presque 10 ans. Oui, mais le problème est que lorsqu'on déporte quelqu'un pour un crime commis, et que c'est un crime de guerre, il se battait contre quelqu'un aussi. Il se battait à l'époque contre Alassane Ouattara. Mais lui, on le déporte à La Haye, et puis Ouattara n'est pas déporté. Donc, nous, on est en entente. Il est en train de faire des courses en ce moment pour que Ouattara aussi soit convoqué par La Haye, pour qu'il dise comment se fait-il que les rebelles qui ont chevauché le pouvoir de Gbagbo pour le faire chuter, ces rebelles-là, aient tué au moins 17 000 hommes à l'ouest, 17 000 personnes, femmes et hommes, sans qu'il ne soit convoqué à la Haye pour donner sa vérité. Donc on attend, Gbagbo a donné sa vérité et a été lavé. On attend aussi que Ouattara a donné sa vérité, on verra. Puisque pour l'ouest, là, on a les documents. Mais il est de plus en plus question de réconciliation. Oh, c'est facile ça. Déjà, on n'a pas eu la conférence nationale. Il faut quelque part quand même qu'on puisse avoir quelque chose. On n'a pas eu la conférence nationale, donc on n'a même pas fait le bilan de l'ancien régime. Les massacres de Gagnoua, où près de 6 000 personnes ont été tuées, n'ont jamais été jugés. Le procès n'a pas eu lieu. Hein? Les dignitaires qui étaient responsables des massacres, on les connaît. Certains sont même là encore, ils sont en train de vieillir, d'autres sont morts. On ne les a pas jugés. Donc à un moment donné, quand même, même si on fait des accolades politiciennes, il faut quand même que le peuple, un jour au moins, puisse avoir sa justice, concrètement. Le régime du PDCI ne peut pas avoir du gâteau sans aucun procès. Et puis on va aussi entrer dans le système d'Alassane Ouattara, qui va aussi s'en sortir sans que les 17 000 personnes qui ont été tuées à l'ouest ne soient au moins jugées quelque part par une justice internationale ou bien nationale, qu'on connaisse au moins ceux qui ont abattu les gens. Je suis même d'ailleurs en train d'écrire un livre en ce moment. Mais quel est le titre, si ce n'est pas confidentiel? Le temps de la révolution. Voilà. Là, les Ivoiriens vont apprendre
que les Mossis qui sont en Côte d'Ivoire ne sont pas là par hasard. Expliquez-nous. En 1900, à la veille de la colonisation, puisque c'est en 1892 que le président Sadi Carnot nomme notre pays Côte d'Ivoire, c'est donc à la veille de cette nomination qu'un accord secret a été signé entre le président français et le roi des Mossis. Le Moro Naba. Le Moro Naba. Pour que le roi des Mossis mette à la disposition de la France un contingent de 15 000 hommes qu'on a essentiellement pris au compte du Moro Naba. Et il devait faire quoi en Côte d'Ivoire? Ces 15 000 hommes devaient rentrer en Côte d'Ivoire, sans femme ni enfant, pour aller travailler la forêt ivoirienne en vue de la plantation du cacao et du café qui devait servir aux intérêts français. Voilà pourquoi donc la Côte d'Ivoire, la forêt ivoirienne a été mise en valeur par les Mossis en question et qui ont amené la bourgeoisie française en Côte d'Ivoire pour les plants du cacao et du café, qui à un moment donné opposé à la bourgeoisie ivoirienne, où il faut collaborer avec eux. Et puis à un moment donné, en 1945, lui aussi il a pris son indépendance, il a créé son syndicat agricole africain, qui est devenu PDCI-RDA. Ces Mossis-là, quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas venus avec une femme, hein. Ils sont venus seuls. Donc, quand ils ont commencé à travailler, toutes femmes qu'ils ont trouvées en Côte d'Ivoire, ils se les sont appropriées, ils ont fait des enfants illégaux. Tous ces enfants illégaux, vous ne les avez pas reconnus. Sauf quelques-uns qu'on ne connaît pas, qui ont été scolarisés à cause de leur mère. On en connaît quelques-uns aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On a des gens comme Laoussou Jano, dont le père était un voltaïque. Des gens comme Afignessan. D'autres comme ça. On a connu une vingtaine qui sont reconnus, mais les autres n'ont pas été reconnus. Il a fallu que ces enfants-là fassent la révolution et qu'ils mettent Ouattara au pouvoir pour que Ouattara, une fois devenu président, somme Guillaume Soro, qui devient son premier ministre, de travailler le recensement de ces gens et donner l'ordre à l'Assemblée nationale de voter une loi contre la patrie. Parce que depuis que les Mossis sont arrivés, tous les enfants qu'ils ont eus n'ayant pas été reconnus par l'État ivoirien, la plupart sont donc sans pièce d'identité. Ils ne pouvaient pas aller à l'école, ils ne pouvaient pas passer un examen, ils ne pouvaient même pas avoir une carte d'identité pour sortir du pays. Donc en majorité, ils sont restés apatrides. De 1900 à l'an 2000, on est parti jusqu'à 20 millions d'enfants. C'est pour ça que Blaise Compaoré avait financé Gbagbo Laurent pour combattre Houphouët-Boigny. Et une fois arrivé au sommet de l'État, naturaliser ces Ivoiro-Burkinabés nés en Côte d'Ivoire, pour qu'ils puissent au moins avoir la possibilité d'être des citoyens. C'est qu'une fois Gbagbo est devenu président, a refusé à Blaise Compaoré, qui le finançait à coût de 20 millions par mois, depuis janvier 1989. Sur ma proposition. Parce qu'on n'avait pas les moyens pour combattre le grand Houphouët-Boigny. Il nous fallait les moyens d'un État derrière. Donc c'est Compaoré qui a donné les moyens d'État. Quand Gbagbo Laurent est devenu président, Blaise Compaoré a envoyé Guibri Bassolé, son ministre des Affaires étrangères à Abidjan, pour discuter avec Gbagbo concernant donc le deal qu'ils avaient signé en 1988 et dont je l'avais obligé à faire le financement dès janvier 1989. C'est même Blaise Compaoré, je le dis en passant, qui m'a fait un passeport burkinabé, qui m'a donné une voiture Mercedes avec un chauffeur pour aller au secours de Gbagbo Laurent en 1988, lorsque Houphouët-Boigny l'avait mis en résidence surveillée. Je suis parti donc, Gbagbo étant à Paris, je suis parti chez lui à la maison, j'ai trouvé sa femme Simone. Gbagbo n'était pas encore arrivé. J'ai trouvé Gbagbo là-bas. J'ai trouvé sa femme Simone. Et on a attendu Gbagbo quand il est venu. Il m'a accordé une interview que j'ai ramenée en janvier 1989 à Paris, que j'ai projetée d'ailleurs à l'AGK ici, devant les Ivoiriens réunis, où Gbagbo a annoncé officiellement qu'il était en train de préparer un parti politique officiel pour que le président le reconnaisse
et qui allait être la cheville ouvrière de la libération nationale. Ce parti s'appelait le Front populaire ivoirien. Donc le Front populaire avait donc deux facettes. Une facette légale et puis une facette combattante. C'est donc un parti qui nous empêchait de combattre le régime en place par la voie des armes. L'autre voie devait nous amener petit à petit à ce que le parti unique ayant été combattu intellectuellement, le peuple moyen ayant cédé, nous devons maintenant partir vers la mise en place d'un nouveau pouvoir et se débarrasser de la France en arrivant à un sommet où la France pouvait donc accepter de nous retirer l'armée française par la voie populaire, par les revendications et la grève. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, lorsque Gbagbo Laurent décide de créer un parti, parce qu'au moment où il était à La Haye, Afi N'Guessan, alors que moi j'étais sur le terrain, parce qu'il m'avait appelé à Cotonou, je suis arrivé à Abidjan, en février 2011, j'avais écrit dans plusieurs journaux qu'il fallait, pour que Gbagbo sorte de La Haye, que Afi N'Guessan accepte de céder le poste de président du FPI. Parce que le Congrès n'avait pas encore choisi, puisque comme il y avait la guerre, il y avait une tension, Gbagbo était sur le point d'être déporté. Donc Afi n'a pas voulu faire le Congrès. Et du coup, Gbagbo a été déporté sans avoir une position réelle. Étant à La Haye, le seul moyen pour moi de sortir de La Haye, c'était qu'Afi accepte d'organiser un congrès. Ce congrès, donc, rééditant la position de Gbagbo en tant que président du FPI. Depuis La Haye, Gbagbo pouvait être candidat. Et si le peuple ivoirien que je connais allait aux élections, ils allaient voter Gbagbo comme président de la République. Donc, en redevenant président de la République officiellement, La Haye allait être obligé, sous la pression des avocats, La Haye allait être obligé de justifier le retour de Gbagbo Laurent dans son pays. Puisque, ayant été réélu officiellement par son peuple, on ne pouvait pas le condamner et le mettre en prison. Afi N'Guessan a refusé cela, il a signé un pacte avec Alassane Ouattara, renforcé par le discours de Hollande, le président français Hollande, François Hollande, qui est allé à Abidjan, et qui a dit à Afi N'Guessan, si j'étais à ta place, je ne suis pas certain que Gbagbo revienne de La Haye, donc c'est maintenant que tu dois jouer ta carte. Tu fais tout, tu légalises le FPI, version Afi, et tu te présentes comme candidat aux élections présidentielles. Si tu gagnes les élections, tu deviens président officiellement. Voici la voie qu'Afi a suivie. Malheureusement pour lui, il a oublié que le FPI était un parti qui n'a pas été à la conférence nationale en 1990. Donc, si le FPI est un parti qui n'a pas été à la conférence nationale, il garde toujours l'aspect du parti tribal. La population, 95% des membres du FPI qui viennent de l'Ouest là, sont dans le FPI à cause de Laurent Gbagbo. Pour avoir accepté de ne pas amener la guerre et obtenir la liberté de la Côte d'Ivoire à travers le pacifisme démocratique. Donc, si Gbagbo n'est pas à la tête du FPI, le FPI ne peut pas élire quelqu'un d'autre si Gbagbo n'est pas là. Voilà pourquoi Afi a échoué aux 3 tentatives qu'il a faites contre Alassane Ouattara. Il a échoué. Alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir politique de la Côte d'Ivoire? Alors, lorsque Gbagbo Laurent entre maintenant à Abidjan, Afi lui demande, avant même que Gbagbo n'arrive à Abidjan, Afi vient ici, il trouve porte close. Donc, il fait le tour de la sous-région en Afrique pour voir les amis de Gbagbo qui sont en exil, qui peut convaincre Gbagbo pour qu'au moins il accepte le minimum de ce qu'il aurait pu perdre. Donc, ayant lui-même créé un FPI non légal, il est d'accord pour être vice-président à vie si Gbagbo, en tant que président de la République, président du FPI, accepte que lui, Afi N'Guessan, reste le vice-président permanent.
dans la rencontre qui a eu lieu à Bruxelles, Gbagbo a refusé cela. Donc Afi a préféré garder, en accord avec Ouattara, le poste de président du FPI, qui n'était plus légal, parce que le fondateur n'a pas encore été évincé, il continue à être toujours le référent des militants de base. Lorsque Gbagbo arrive à Abidjan, la question se pose. Voilà pourquoi Gbagbo est obligé de répondre aux différents journalistes qui laissent la coque vide à Afi et qui va prendre le contenu pour aller créer un nouveau parti. Et ce nouveau parti a, mettons, une dimension panafricaine. Bon, il choisit une dimension panafricaine à la déception des militants ivoiriens. J'ai dit, mais on est occupé par quelqu'un que la majorité de nos compatriotes contestent comme ivoiriens. Et il profite de l'absence du président de la République, Gbagbo, pour prendre le pouvoir au FPI. Et maintenant, on n'a pas résolu la question de sa nationalité, on n'a pas résolu la question même de sa permanence dans le FPI. Et Gbagbo se lève, il va créer un parti panafricaniste. Mais qu'est-ce que nous on fait en Côte d'Ivoire avec un homme qui se proclame 4e candidat pour les prochaines élections 2025? Vous avez des preuves? Oui, mais il va être candidat encore en 2025. Alassane Ouattara n'est pas venu par une voie légale. S'il est devenu président en Côte d'Ivoire, c'est parce que Gbagbo Laurent, qui a été approché par Thabo Mbeki, qui l'a convaincu que pour ramener la paix civile en Côte d'Ivoire, il faut que tu laisses Ouattara proclamer sa candidature. Tu oublies le fait qu'il n'est pas ivoirien. Ouattara profite de cette proposition que Gbagbo vient faire donc aux Ivoiriens. Il participe aux élections. Alors que Gbagbo est en train de dire qu'il faut qu'on récompte les voix. Cette question a été bloquée par la France, qui ne veut pas récompter les voix pour ne pas que Gbagbo soit réélu. C'est donc dans cette procédure-là que l'ancien président français Nicolas Sarkozy s'organise avec Alassane Ouattara pour déporter Gbagbo Laurent sur la force base des massacres de population pour crime d'État contre le peuple ivoirien. Et justement, quand vous parlez de 2025, le président Alassane Ouattara est pour une limitation de l'âge à 75 ans. Que pensez-vous de cela? Mais ça déjà, c'était dans la constitution de l'an 2000, qui était la meilleure des constitutions ivoiriennes. Puisque le peuple ivoirien avait été consulté et 86% des électeurs ont voté la constitution de l'an 2000. La constitution de l'an 2000, qui avait limité le mandat à 75 ans. Et comme Ouattara voulait forcément se faire élire, il a levé cette clause. Alors on va jeter un coup d'œil sur l'actualité dans des pays voisins comme la Guinée. Vite fait, qu'est-ce que vous pensez de l'éviction d'Alpha Condé? Bon, ça c'est la grande déception de l'année. Hein. Alpha Condé, qui a été élu dans un pays qui était à l'époque aux mains de Sékou Touré, qui dénonçait l'impérialisme sans rien faire à l'intérieur du pays. Alpha Condé qui a fait les prisons politiques, et qui ne lui a pas servi de leçon. Au lieu d'installer un véritable État démocratique. Il a été atteint par la gangrène du parti unique, et il a voulu utiliser cette gangrène-là pour se maintenir au pouvoir à vie. Voilà. Et le Mali aussi. Bon, le Mali, c'est même moi qui ai conseillé le président Ibeka pour qu'il soit élu président. Mais il est devenu président, il a été aussi enchaîné par la gangrène du parti unique. C'est le même problème, hein. C'est le même problème dans tous les pays africains. Et maintenant, les militaires sont là. Ah oui, les militaires sont là. Ils ont même fait venir l'armée russe. La Centrafrique aussi. Oui, après que Touadéra ait été chercher les militaires russes, eh bien, ça a commencé à venir petit à petit. Et comment est-ce que vous voyez cette présence russe? Écoute, les Russes ils sont différents. D'abord, ils ne nous ont pas colonisés. Eux nous font des propositions plus honnêtes. Ils ne nous ont pas colonisés, ils viennent pour les matières premières. La France qui nous a colonisés ne nous dit pas qu'elle est là pour les matières premières, mais elle considère que nos matières premières lui appartiennent de droit. Voilà là où il y a un problème.
Elle considère que nos matières premières lui appartiennent de droit, donc elle n'a pas à nous demander. La Russie dit non, nous on vient en opérateur. On peut vous donner la force nécessaire pour vous débarrasser des avatars coloniaux, mais en retour, nous on prend les matières premières. Donc c'est pas la même chose. Alors, Monsieur Bernarduzza, bon, notre entretien va peut-être prendre fin. Alors, si vous voulez faire un petit point sur votre parcours personnel, est-ce que vous avez des regrets ou est-ce que vous avez, bon, voilà, des grands moments qui vous ont marqué dans votre parcours? Bon, mon seul regret était que, d'abord, je suis venu de la Côte d'Ivoire. Et comme, à cette époque-là, je n'avais aucune relation avec un appareil politique, mais je suis quand même venu parce que ma communauté a été abattue par le dictateur. Il y a eu 6 000 morts à Gagnoa. Bon, moi, je suis un enfant de Gagnoa à 100%. Je ne suis pas vraiment embêté, hein, mais je suis né à Gagnoa. Je suis né à Gagnoa. Mon père il vivait à Gagnoa. Mon père était ébéniste, il vivait à Gagnoa. Je suis donc né à Gagnoa, à l'hôpital de Gagnoa. Quand l'armée a abattu la population dans la région de Gagnoa. Vous voulez parler des guébiers? Oui. Ma grand-mère m'a dit, tel que je te connais, il veut partir, parce que l'homme qui est au pouvoir, là, il s'est rajeuni au fur et à mesure, à volonté. Tantôt il est vieux, mais il y a des jours où il s'élève, il est tout frais, on dirait un enfant qui vient de naître. Donc il y a un pouvoir mystique sur lui, pour éviter qu'un jour on te prenne, parce que le mari de ma tante, hein, la première fille de ma grand-mère, avait été emportée dans cette affaire de Gagnoa. On l'a mis en prison. Après un jugement sommaire à l'hôpital, au stade Biaka Boda. Et quand il est sorti de prison, il n'a même pas fait 2 ans, il est mort après. Donc c'est au vu de tout ça que j'ai décidé de partir de la Côte d'Ivoire en 1977. Et de venir faire des études cinématographiques, ensuite journalistiques, et monter sur une radio pour faire tomber le dictateur d'Abidjan. Ce travail-là, je ne l'ai pas fait de concert avec quelqu'un, hein. Je suis venu politiquement seul. Je suis rentré donc à la radio. Les cassettes des émissions en alternative avec le peuple qui téléphonait quand j'étais à l'antenne, tous les dimanches. J'avais une émission de 2 heures. De 1983 jusqu'à 1988. Au fur et à mesure, j'envoyais les cassettes à Abidjan. Les cassettes des débats. J'étais très, très, très chaud. De 82, j'ai envoyé les cassettes à Abidjan jusqu'à ce que Houphouët-Boigny ait été décrié par le peuple qui a crié en 90 Houphouët-Boigny voleur. C'est au lendemain donc de cette décrit-là qui emporte Houphouët-Boigny que j'ai. Vous considérez cela comme une victoire pour vous? Oui, bien sûr. Que je sors liberté confisquée. Liberté confisquée parce que Houphouët-Boigny avoue lui-même dans les documents que je retrouve, avoue lui-même qu'il existe une France-Afrique au nom de laquelle lui, il ne voulait pas être président, mais il devenait carrément un agent français. Et aujourd'hui, ça se confirme. Beaucoup d'hommes de son époque sont en train d'écrire des livres aujourd'hui où tu vois carrément que Houphouët-Boigny n'était pas un président en Côte d'Ivoire, mais il était l'homme de la France. Donc c'était un agent. Il n'était pas un président ivoirien. Tu vois? C'est au vu de tout ça qu'aujourd'hui, je considère que c'est une victoire. Récemment, dans une conférence que je faisais à Paris ici, j'ai avancé l'idée que si Alassane Ouattara, après avoir fait assassiner par les enfants des Burkinabés venus mettre la Côte d'Ivoire en valeur, après avoir fait assassiner 17 000 personnes en Côte d'Ivoire, si aucune justice ne se prononce contre lui, moi je pense qu'on ne peut pas, chaque fois qu'on veut mettre un nouveau pouvoir en place, utiliser la BT comme marchepied pour aller au sommet de l'État. Donc après l'assassinat de 70, l'assassinat organisé par
Alassane Ouattara et ses sbires en 2002 devait déjà clore désormais. Chaque fois, l'expiation du peuple bêté pour asseoir chaque fois des pouvoirs successifs. Donc, j'ai lancé l'idée de créer la République de l'Ouest, qui allait avoir comme capitale San Pedro et avoir comme centre-ville des grandes villes comme Sassandra, principalement. Est-ce que ce projet tient toujours? C'était un projet que j'ai lancé comme ça. Aujourd'hui aussi, il y a des rumeurs du coup sur un projet du Grand Nord aussi. Bon, mais le projet du Grand Nord, ça c'est un projet de... Ça dit que la Côte d'Ivoire risque d'être totalement partitionnée. Non. Il y a des Ivoiriens qui sont fondamentalement nationalistes et qui rêvent d'une conférence nationale qui va réconcilier toutes les ethnies ivoiriennes pour qu'on crée une seule nation et qu'on instaure une seule langue. On ne va pas se quitter sans parler d'un tuteur qui a fuité sur vous. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce tuteur? Il y a des tuteurs qui depuis... J'ai quand même 43 ans à Paris, hein, depuis 1977. Il y a des gens que je reçois chez moi. Il y a une génération qui est venue pour apprendre le métier de journaliste avec moi et dont certains rêvent de me voir repartir en Côte d'Ivoire et d'occuper un poste et à travers donc ces postes-là, ils vont avoir des dividendes. Il y a encore quelques jeunes qui sont dans les médias alternatifs et qui de temps en temps disent, bon, on a des informations sur l'arrivée d'un envoyé du président qui est en place. À l'époque du coup, d'ailleurs, ça s'est passé. Et on demande à ce qu'on puisse convaincre Bernard Douza de rentrer au pays. Parce que Bernard Douza a utilisé la radio locale pour faire passer un message dans tous les pays africains par rapport aux actions de la France en Afrique et aux actions du président ivoirien dans la sous-région, en Afrique francophone. Donc, un retour de Bernard Douza est considéré comme un retour d'un opposant qui pose problème à travers les médias depuis les années 80. Donc, à chaque fois, c'est agité comme une sorte d'épouvantail. Mais je ne suis pas venu à Paris dans l'intention d'être une sorte d'icône qui va rentrer en Côte d'Ivoire et prendre de l'argent au pouvoir, alors que ce pouvoir-là, c'est pour le condamner que j'ai quitté la Côte d'Ivoire du parti unique, où la presse était unique au service de l'État. La télévision était unique au service de l'État. La radio était unique. Tout ce qui était média était unique au service du chef de l'État. C'est pour cela qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas rentrer un matin en disant, oh, Bernard Douza, il va rentrer en Côte d'Ivoire, il va se mettre au service du pouvoir qui est en place. Et les millions qui vont tomber, il va nous donner quelques greppes. Donc, je n'accorde pas d'intention à ce genre de situation. Tant que les Ivoiriens ne m'ont pas vu à Abidjan apparaître à la télévision, leur dit, bon, je suis revenu après 40 ans d'exil, je suis revenu pour me mettre au service de la Côte d'Ivoire avec tel président qui est en place, je n'irai nulle part. Okay. Ben, on va vous dire merci. Merci beaucoup, cher ami. Merci, monsieur Bernard Douza. Merci. Et voilà, vous étiez sur l'émission Esprit Politique. On se donne rendez-vous pour une autre édition. Merci encore, cher ami. Bonne soirée à vous. Merci.